Merci. Bonjour à chacune et bonjour à chacun aussi. Moi, je suis très, très émue de ce temps parce que c'est la première fois depuis que j'ai sorti le livre que l'Église protestante unie de France se penche sur la question. Donc, le livre s'appelle Quand la Toute-Puissante, mais on va le voir à l'écran. Si tu veux bien, pendant ce Ouais. temps, mettre le diaporama, s'il te plaît, parce qu'il est dans le diaporama. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse simplement un tout petit tour, que les uns et les unes et les autres, nous disions notre nom et prénom, enfin, et le lieu où nous sommes, là, et puis peut-être pasteur ou laïque, simplement pour que je puisse mettre un nom sur chaque visage. Et parce que vous connaissez peut-être pas tous. Ah, bien. Du coup, les personnes s'affichent sur le côté, d'accord. Ok, nous vous voyons sur le côté. Je peux les déplacer. Ok. Je peux les déplacer là-bas. Ma souris a disparu. Ah, le petit problème technique, voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors, ce que je vous propose, moi je présenterai peut-être en dernier. Ce que je vous propose, c'est voilà, de dire, je ne sais pas si vous connaissez toutes les personnes qui sont en visio ici, donc peut-être dire, voilà. Vous êtes d'accord pour dire votre prénom, votre nom, le lieu d'où vous venez, puis si vous êtes pasteur ou pas pasteur, ou pasteur ou laïque. Je le ferai en dernier pour lancer la- le temps. L'un d'entre vous, bon, Robin, tout le monde le connaît, il n'y a pas de problème. Donc, Fabienne. Fabienne Le Cohanet. J'habite en Berrieux-en-Bugey et je suis sur la paroisse de Brest-Bugey-Dombe. Là, je suis. Marie-Hélène Le Borgne. Je suis comptable célébrité. Je suis catholique engagée. Régionale. Merci. Je suis la secrétaire régionale. On n'entend pas le son. On n'a pas tout entendu, hein? Ah, c'est pas assez fort. Zut. Oui, Alors, il faut parler plus fort, trop s'il vous éloigné plaît. du micro. Bon, on redit, alors on redit tout un peu. Vas-y, redis au moins le prénom. Alors, Françoise, je suis la secrétaire régionale. Ok. Laïque. Myriam de Saint-Étienne, laïque. Marie-Hélène, je suis la comptable de la région. Et Fabienne, je suis dans Berrieux-en-Bugey. Et je suis laïque. Le micro est là. Est-ce que vous avez mieux entendu? Oui, oui, c'est Oui, bon. Oui, quand vous entendez faire le signe vers le haut, là, que tout va bien, quand on vous pose une question, comme vos micros sont coupés. Maintenant, c'est à vous, si vous voulez bien, les uns et les autres, vous présenter. Alors, Ah, vous leur donnez le le micro. problème, c'est qu'on ne voit pas très bien sur. Alors, si je regarde Oui. ça, vous verrez mieux du coup. Alors, les micros, tu Bah, remets les micros. Thierry et Doris, vous commencez? Oui. Euh, je suis Thierry Ziegler, pasteur basé à Saint-Péret en Ardèche. Et en fin de parcours, à 2 mois de la retraite. Et j'ai à côté de moi Doris, mon épouse. J'ai été pasteur quelques années et je suis à la retraite aussi. Merci. Sarah, en réactivant ton micro. Ah oui, alors, Sarah Picon, je suis à la paroisse des Baronnies. Je ne suis pas pasteur, hein. Voilà. Les catéchètes. On s'était vu à un week-end national, je me souviens de ça. Oui, Les catéchètes, oui. oui, oui, oui. Ensuite, euh, je vais peut-être Yvonne. oui, je vais continuer pour la paroisse des Baronnies. Euh, Baronnie je aussi. s- oui, à Nyons. Euh,
je suis laïque, nouvellement élue au CP. Voilà. Merci. Merci. Alors, sur notre écran, il y a Colette à côté. Il faut que tu réactives ton micro. Je vais te demander de réactiver. Voilà, ça y est. C'est bon? Oui. C'est bon? C'est bon? Colette Gardien, je suis présidente de la paroisse Ouvespire. C'est vers Le Pouzin. Merci. Et Dina? Et Dina Poulaï, pasteur à Lyon-Ouest Change. Merci beaucoup. Et puis, Dominique. Dominique, je suis à Annonay, nouvellement au CP. Laïque. Et bien voilà, on a tout. Ok, merci beaucoup. Oui, il y a Viviane. Viviane. Ah non, Viviane, comme il n'y a pas la Comment vidéo, je t'ai oublié. Pardon, Viviane. Désolée. À En toi. fait, ma vidéo ne marche pas, je m'excuse, vous ne pouvez pas me voir, mais je C'est pas suis grave. d'Annonay, la trésorière et d'Annonay, D'accord. Viviane Lutz. Merci. Merci, désolée. Voilà. Donc là, vos micros vont de nouveau être coupés pendant un temps de présentation, mais vous pouvez donc du coup formuler vos demandes, vos questions, vos réflexions par le chat. Et puis ici en présentiel, voilà, à haute voix, quoi, hein. Si vous voulez intervenir au fur et à mesure, il n'y a pas de. Je veux bien la première diapo, s'il te plaît. Voilà. Ah, j'arrive pas à. Donc le diaporama va être mis à votre disposition et j'ai fait pas mal de commentaires. Donc il est pas complet bien évidemment, mais en tout cas il y a plein de commentaires sous les diapos qui peuvent vous permettre d'avoir une vision plus précise de ce qui va être abordé. Donc on a 2 heures devant nous à peu près et voilà, on va communiquer dans l'interaction. Je commence peut-être par me présenter auprès de vous pour construire un peu de crédibilité. Donc, la question des violences. J'ai commencé par la travailler d'abord dans l'école, dans l'école primaire et puis les collèges et les lycées. J'ai beaucoup circulé en France pour former des professionnels et aussi travailler avec des jeunes sur ces questions de violence, gestion de conflits aussi. Et puis, à un moment donné, au début des années 2000, j'ai été interpellée sur la question de la toute-puissance humaine, de la toute-puissance dans l'école. Et donc, c'est elle qui s'est approchée de moi et qui m'a un peu obligée à m'occuper de cette question-là. Ma première réaction, c'est de me dire, face à des situations de violence très récurrentes et insaisissables et difficiles à faire cesser, j'ai plutôt tendance à dire, courage, fuyons. Mais malheureusement, on ne peut pas toujours fuir. Voilà. Et donc, j'ai dû me mettre au travail pour me laisser approcher par ces violences et ensuite faire des propositions pour les repérer, pour les analyser et pour agir de manière adaptée. Et c'est seulement en 2015 que une structure proche de l'Église protestante unie s'est approchée de moi pour me dire, mais nous avons exactement ce que vous avez repéré dans l'école. J'ai écrit un livre pour les éditions Retz sur l'école qui s'appelle La toute-puissance dans l'école, repérer, analyser, agir. Et donc, j'ai commencé en 2015 à écouter ce type de violence dans le cadre du protestantisme. Et j'ai écrit aux éditions Olive et Temps, donc c'est la deuxième diapo, théoriquement. Voilà, ce livre, Quand la toute-puissance humaine s'invite dans l'Église, dont le dernier chapitre apporte des ressources spécifiques en termes de liturgie, en termes de théologie et en termes bibliques. L'idée de cet ouvrage, qui est un ouvrage de psychologie pratique, c'est d'aider, c'est de permettre de repérer et d'agir pour essayer de contenir cette toute-puissance qui peut sévir dans l'Église, comme ailleurs d'ailleurs, dans la famille ou comme dans d'autres lieux. Donc, comme Robin l'a dit tout à l'heure,
c'est la finalité de ce lieu, de ce temps, c'est d'abord de mieux repérer et différencier les faits en vue de créer une commission d'écoute et d'accompagnement pour aider les personnes et les communautés qui sont affrontées à des questions de conflit et à des questions de violence. Cette rencontre d'aujourd'hui indique que l'Église protestante unie s'intéresse, prend très au sérieux ces violences et tous ces faits qui sont dysfonctionnants en vue d'aider et d'accompagner les communautés et les personnes. Si j'agis, je n'ai pas dit que j'étais psychologue clinicienne et psychosociologue, donc je vais parler dans ce champ-là essentiellement et pas dans un champ ni théologique ni biblique ni ecclésial, bien que je sois membre de l'Église protestante unie. Je suis dans la Drôme, donc à Montélimar. Et si je m'intéresse à ces violences-là, à ces violences les plus graves et les plus difficiles à traiter, c'est parce que je suis particulièrement sensible à la souffrance des personnes, à la souffrance des groupes, à la souffrance des communautés. Que ce type de violence produit des dégâts très importants sur les personnes, sur les communautés et sur l'Église. Donc je vous propose très librement, pour ceux qui sont en visio, bien d'écrire, alors, pas trop d'écriture non plus parce que sinon Robin va être saturé, parce qu'il est le seul à les lire. Ah, si elles vont s'afficher? Elles vont s'afficher. Ah oui, donc on pourra tous les lire. Le seul souci, c'est qu'avec le partage d'écran, ça fait du mal de passer de l'un à l'autre, mais c'est pas grave. Peut-être que je ferai des coupures dans le diaporama de temps en temps. Voilà. Et puis en présentiel, n'hésitez pas non plus à prendre la parole dans l'écoute mutuelle, en parlant en jeu et dans le respect inconditionnel de ce qui se dit de part et d'autre. Je veux bien la diapo suivante. Voilà. Certains d'entre vous ont sans doute une expérience directe ou indirecte de ce type des types de violences dont nous allons parler. C'est très douloureux parce que ça peut réactiver aussi des situations et des émotions. Nous allons accorder une place essentielle à la subjectivité dans le registre dans lequel nous intervenons dans les relations humaines, la question des fonctionnements humains. L'objectivité est difficile, mais du coup, on peut essayer d'objectiver sa subjectivité en intervenant dans le champ de la raison, de la réflexion, de la mise à distance. Ce que je souhaite aussi, c'est que si des choses très personnelles se disent ici, que ça... Alors ça va être enregistré, donc ça pose problème. On n'abordera pas de choses... Donc voilà, on n'aborde pas de choses très personnelles parce que voilà, la visio est enregistrée. Pour commencer, et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose une prière. J'ai eu l'occasion, depuis la sortie du livre, d'écrire pas mal de prières pour des communautés que j'accompagne. Et voilà, c'est l'une d'elles pour une église non française, une église d'un autre pays francophone, et dans une communauté où il y a eu beaucoup de violence entre des pasteurs. Et une communauté qui a été déchirée par ces faits de violence. Je veux bien la diapo suivante, s'il vous plaît. Cette prière, d'ailleurs, a été lue dans le cadre de l'émission du dimanche matin, animée par Jean-Luc Cadreau en mars dernier. Seigneur, ton Église est comme un bateau fragile, naviguant sur l'océan des choses et cherchant des réponses au temps de la traversée des turbulences. Elle regarde vers toi, à la proue du navire. Elle te voit paisible au milieu des tempêtes. Elle entend ta parole qui muselle les orages. Elle sent que la violence ne te trouble point. Et elle aimerait goûter au bonheur de te ressembler. Mais au jour sombre, ton Église est déstabilisée et démunie. Elle ne sait que dire. Et ne sachant que faire, elle ne fait rien, elle ne dit rien. Ou alors elle tranche, coupe, licencie, fait disparaître, muselle ceux et celles qui osent contester ses actes. Au jour sombre, ton Église sombre dans le silence obligé,
l'oubli, l'injustice parfois. Le désir de tourner la page ou de se renouveler, de clore ce chapitre douloureux, de passer à autre chose. Alors elle passe outre et laisse sans voix sur le côté du chemin, victimes et auteurs, ainsi que leurs témoins. Pose la diapo suivante. Qui vous indique que pour que vous vous sentiez en sécurité et pas dans l'incertitude, ce dont nous allons parler. D'abord, des définitions, quelques définitions pour bien cerner le concept que nous mélangeons et que la personne en toute puissance a tendance à mélanger. Et puis, on abordera plus particulièrement la question de la toute humaine dans l'Église, qui représente la forme de violence la plus grave, la plus difficile à éradiquer, la plus douloureuse et la plus problématique. Voilà, donc quelques brèves définitions et nous commençons par le conflit. Pardon. Non, c'est bon, vas-y. J'ai loupé cette diapo. Alors, cette diapo permet, avec les couleurs, de rendre visibles les faits qui peuvent se produire dans un lieu, dans une église. Quand j'utilise le mot fait, F-A-I-T-S, ça regroupe les paroles, les gestes, les attitudes, les comportements, les conduites qui peuvent être exprimés. Alors, dans ce cadre dans lequel l'Église aurait envie de vivre, il y a une différenciation des faits en 6 catégories. 6 catégories. Au centre, les actes légitimes et légaux, ceux que nous souhaitons qu'ils se produisent dans l'Église, donc dans une Église où les personnes respectent les règles d'usage, les règles de politesse, commettent le moins de transgressions de règles possibles, arrivent à gérer leurs désaccords et leurs oppositions, et puis ne commettent pas d'actes de violence qui relèvent donc des infractions pénales, comme les injures, qui sont des contraventions, les délits, qui sont des destructions destruction de lieux, enfin d'objets, de choses comme ça, et puis les crimes qui portent atteinte à l'intégrité, merci, l'intégrité des personnes, intégrité physique et psychique. Alors, tu veux dire quelque chose? Non? Ah non, je croyais que tu voulais dire quelque chose, pardon. Donc, on va d'abord commencer par la question des règles, et donc la partie jaune et orange, qui relève du conflit. Et la partie en rouge relève des violences. Enfin, vous tenez bien, si ces couleurs, ça peut être aidant. Donc, on va passer au conflit. Donc, le conflit, c'est une relation, une communication par le désaccord, l'opposition, le refus, les attitudes où on ne fait pas ce qui est demandé. Mais ce conflit, les formes de conflit qui font partie intégrante des relations humaines, il n'y a pas de vie relationnelle sans conflit, y compris dans la famille, y compris dans le couple, dans les relations avec les enfants. Ça commence très tôt. Le petit enfant de 2 ans, quand il commence à dire non à tout, pas dodo, pas manger, pas ceci, pas cela, vous avez sans doute des souvenirs de ce type de moment-là, eh bien, c'est un non, c'est un non, c'est un refus, c'est un conflit qui est structurant pour lui. Donc, surtout pas évacuer ce type de conflit, au contraire, l'aider à le vivre. Pourquoi c'est structurant? Tout simplement que le conflit de dire non à quelqu'un, ça le met à distance de l'autre, on n'est plus dans le désir de l'autre, et donc du coup, ça permet de construire quelque chose qui est de l'ordre de l'autonomie, de l'ordre de sa parole, de son comportement propre, et de le faire malgré le désaccord qu'il peut y avoir avec le parent. Et donc, le conflit est initialement structurant. Mais dans notre société occidentale, on a très peur des conflits et on a tendance à spontanément à les éviter. Donc, c'est important de travailler le conflit pour accepter les désaccords. Hein, et dans les désaccords, il y a des joutes, il y a des joutes verbales, il y a des discussions,
sur le moment ou après, qui font progresser les relations, qui font progresser l'Église aussi. Si l'Église fonctionnait comme un seul homme, hein, si tout le monde suivait un chef qui dit et qui s'impose, et on serait dans une secte, dans une dictature. Les divergences, les désaccords, les positions différentes, la diversité est une richesse dans les relations qui permet de rendre vivantes les groupes et de rendre vivantes les relations. Donc, apprendre à discerner le conflit qui est structurant et qui fait progresser les relations et les groupes de la violence qui est un fait ou des faits qui ont pour fonction de détruire. Et quand la violence a lieu, les personnes qui subissent cette violence, elles sont démolies, déconfites, déstabilisées. Et alors que dans le conflit, parfois on est stimulé. Hein, et on n'est pas d'accord, mais pourquoi, etc. Et bon, ça stimule la réflexion et les échanges, alors que dans la violence, les personnes qui le subissent peuvent être pétrifiées sur place et devenir quasiment des objets, tellement elles n'ont plus de capacité tellement elles sont abîmées, de capacité à rebondir, ou au contraire, extrêmement explosées et extrêmement agressives. Donc, quand on voit une personne qui est très, très en colère, qui, vous ne savez pas ce qui m'est arrivé, qui crie des choses comme ça, alors que ce n'est pas du tout dans ses habitudes, eh bien, il faut tout de suite se dire, peut-être qu'elle vient de vivre de la violence. Je dis peut-être, parce que bien sûr, on ne peut pas l'affirmer tout de suite, mais penser qu'elle peut vivre de la violence, et donc une personne qui vient de vivre une situation de violence, c'est une personne qui est profondément, qui peut être profondément troublée, et ça peut être très déstructurant. Là, ce n'est pas structurant du tout, c'est déstructurant. Tu as déjà changé de diapo. J'avais déjà fini sur la diapo précédente, je ne sais Désolé, plus. voilà, c'est là. Voilà. Donc, on entre un peu plus dans la question du conflit. Là, on a distingué les deux notions, donc je veux bien la suivante, s'il te plaît. Et donc, le conflit, donc c'est une manière d'entrer en interaction avec l'autre, hein, sur le mode du désaccord. Et le conflit, on le vit déjà à l'intérieur de soi-même. Quand on est un peu attentif à ce qui se passe en soi, nous vivons des conflits à longueur de temps à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est important de ne pas évacuer ces conflits. Le premier conflit que nous vivons quand le jour commence, c'est se lever ou ne pas se lever. Et sans nous en rendre compte, nous faisons un vrai travail de médiation intérieure pour trouver la meilleure réponse adéquate à la situation. Donc nous nous impliquons pour gérer un conflit personnel, nous faisons intervenir notre éthique de responsabilité. On ne va pas entrer dans le détail, mais voilà, c'est important d'être attentif à notre façon de gérer nos propres conflits, parce que cette façon de gérer nos propres conflits va permettre de mieux affronter, de mieux faire face aux conflits avec les autres. Les conflits les plus... Oui, alors, oui, merci. Oui, très bien. Alors, parle dans le devant, plutôt dans cette direction du micro pour que tout le monde entende bien. Alors, l'exemple que prend Edith m'interpelle un peu parce que moi, me lever ou pas, je le fais en mode pilotage automatique en fait. C'est d'abord je me lève et ensuite je me réveille une fois que je suis levée. Et du coup, je n'avais jamais pensé que ça pouvait être conflictuel. Voilà. Donc voilà, ce que tu fais, c'est une façon de gérer le conflit, mais sans le gérer. Oui. C'est-à-dire faire comme s'il n'existait pas. Mais tu t'es jamais autorisé à rester plus longtemps dans le lit? Ça dépend des jours. Bon. À faire l'inventaire de tous nos petits conflits intérieurs quand on est dans un supermarché. C'est en permanence. Quand on passe devant les gondoles et les produits, c'est en permanence. Et donc, comment faisons-nous pour résister, voilà, pour gérer le conflit au mieux de nos convictions? Le conflit de besoin, c'est très simple, hein. Le conflit de besoin, c'est vraiment avoir avec un besoin. Par exemple, on est deux à disputer, il n'y a qu'un seul fruit, on a envie de ce fruit tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? On le partage. Voilà, ça c'est facile à régler, ce type de conflit.
Le conflit de loyauté, c'est autre chose. Le conflit de loyauté, il nous met en tension profonde avec nous-mêmes entre nos convictions et la nécessité et nos obligations. Dans le cadre professionnel, ce type de conflit existe fréquemment quand le directeur, le patron, impose à son salarié de faire quelque chose qui ne correspond pas aux convictions du salarié. Donc, il doit gérer un conflit de loyauté, et le conflit de loyauté est ingérable. Donc, il bricole un positionnement qui n'est pas satisfaisant, mais dans lequel il va tenir. Tout dépend ce qu'il veut, s'il veut rester dans son travail ou s'il il veut que ses convictions soient plus fortes. Ça, c'est une histoire personnelle, hein, avec soi-même. Et le conflit de loyauté, c'est des conflits extrêmement difficiles à vivre et à dépasser. Dans tout groupe, ça va, mon propos je suis un petit peu un tout petit arrêt sur image pour simplement savoir si voilà, c'est suffisamment clair, si oui. Alors, dans toute communauté, dans tout groupe, ça on ne le sait pas, personne ne l'apprend jamais, et à l'école ça existe aussi, dans une classe, il y a des forces contraires qui cohabitent en permanence. Et quand on veut les éradiquer, quand on veut éradiquer les forces centrifuges du groupe, qui sont les forces d'opposition, qui sont les forces de désaccord, eh bien, on ne fait que les amplifier et leur donner des proportions parfois qui peuvent devenir du sabotage. Dans un groupe, dans une communauté, il y a des forces qui rassemblent. C'est le rôle du pasteur, du conseil presbytéral, de rassembler sur des thématiques, au moment du culte. Voilà, au moment du culte, tout le monde les participants au culte, ils sont là dans une écoute attentive, plus ou moins présente. Après, ils peuvent partir rêver dans leur tête, mais bon, ça les regarde. Mais il n'y a pas des personnes qui se lèvent, qui vont aller bricoler dans un coin ou se disputer dans un autre. Voilà, en général, la communauté, ces forces centripètes qui rassemblent, qui permettent d'être ensemble, fonctionnent. Mais à côté de ces forces centripètes, qui sont des forces un peu de pensée unique à un moment donné, il existe des forces centrifuges qui ont besoin d'exister dans le groupe et qui sont des forces d'opposition et de désaccord. Ces forces doivent pouvoir s'exprimer, doivent pouvoir être présentes, et donc que quelqu'un puisse dire je ne suis pas d'accord avec, à un moment donné, peut-être pas pendant le culte, mais à un moment donné, puisse dire je ne suis pas d'accord avec tel ou tel aspect de la théologie du pasteur, et pouvoir lui dire tranquillement, paisiblement, et pouvoir en discuter, et pouvoir vivre aussi avec ces différences. Je ne suis pas d'accord avec la théologie du pasteur sur tel point, mais je fais avec. Et je pense autrement, et j'ai la liberté de continuer à penser. On va bien prendre en compte cet aspect qui est tout à fait méconnu, que dans un groupe, il existe obligatoirement des forces centripètes de rassemblement et des forces centrifuges d'éloignement. Et plus on supprime ces forces centrifuges, plus elles se transforment en forces de sabotage. Le sabotage, là, il devient visible, et le sabotage, c'est de la violence. Donc, il est possible que dans nos communautés, ça c'est une cause systémique de la violence, il est possible que dans des communautés où règne un mode de pensée qui est univoque, eh bien, qu'il y ait des personnes qui se lèvent pour s'éloigner, saboter cette pensée univoque à travers des faits de violence dont nous allons parler dans quelques instants. Pas de réaction, pas de questions sur cette question-là dans le groupe. Ça veut dire, et ça c'est une réponse possible, c'est que quand il y a des personnes qui ne partagent pas les mêmes théologies, quand il y a de la diversité dans la communauté, c'est peut-être qu'il y ait des lieux, une fois par trimestre, où on puisse le dire, des lieux institués, où on puisse dire, voilà, j'ai du mal avec ça, j'ai du mal avec ceci. On puisse exprimer ces choses-là dans un lieu qui est cadré. Il y a donc un cadre qui est proposé, il y a un garant du cadre, et quelqu'un qui va être animateur et quelqu'un qui va être garant du cadre, de façon à ce que tout ce qui se dit puisse être dit dans le respect des personnes et que qu'on puisse poser à un moment donné, voilà, ces positions de désaccord, ces positions d'opposition. Je veux bien la diapo suivante. Merci. Alors, la violence. Nous entrons là dans quelque chose qui est beaucoup plus difficile à vivre, les faits de violence. Elles se manifestent de façon physique ou de manière psychique ou morale.
Elles ont pour but de porter atteinte à l'intégrité d'autrui. Elles peuvent aussi porter atteinte à sa propre intégrité quand ces violences sont retournées contre soi. En général, la violence, dans une société où il y a beaucoup de violence qui circule, la violence, nous allons dans la communauté nous en apercevoir du fait de l'attitude des personnes qui en sont victimes. On s'aperçoit très vite que certaines personnes ne vont pas bien et que cette façon d'être, ce malaise qui les assaille, eh bien, ça peut être lié à des, ne sont pas toujours, mais à des faits de violence qu'elles ont vécus dans la communauté, sous des formes très, très diverses. Hein. Ça peut être des regards très péjoratifs. Ça peut être, et qui sont récurrents. Ça peut être des paroles blessantes. Ça peut être... allez-y, si vous avez des exemples, n'hésitez pas à les exprimer. Les violences que vous avez pu... L'absence totale d'accueil, par exemple. Moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, quand je circulais à un moment donné beaucoup en France, quand je restais le dimanche, j'allais en général au culte de qui était proposé. Et je n'ai jamais été accueillie dans une église. C'est-à-dire que j'existais pas. Je rentrais, je m'installais, personne ne m'adressait la parole, il n'y avait personne à l'accueil. Bon, c'est dans les années 2000, hein, 2000 et jusqu'en 2015 à peu près. Oui, maintenant ce problème n'existe pas du tout. Voilà, ça c'est une forme de violence symbolique, on va en reparler. C'est une forme de violence symbolique qui détruit les liens, d'humanité, qui ne détruit pas les personnes, qui est destructeur de liens et qui peut être le terreau favorable sur lequel vont pousser les violences graves. Donc c'est intéressant de s'occuper des violences graves et des violences de type symbolique dont je viens de parler. L'indifférence, l'arbitraire, il y en a qui ont droit à certaines choses dans la paroisse et pas d'autres, etc.